À 1 heure avancée de la nuit, au cœur du détroit d'Ormuz, le centre d'information de combat est passé d'un bourdonnement ambiant à quelque chose de plus tendu, quelque chose de vigilant, en moins de 2 battements de cœur. Le superviseur sonar ne se redresse pas. Il se penche en avant. Transitoire. Relèvement 089. Contact sous-marin possible. Personne ne répète. Personne n'en a besoin. Sur les consoles, de fines traces vertes commencent à ramper dans le noir comme des nerfs qui s'éveillent sous la peau. Les casques s'activent. Les fenêtres de suivi s'ouvrent d'un coup sec. Un destroyer sur l'écran tribord du dispositif escorte le porte-avions en affinant son filtre acoustique, taillant à travers le bruit des arbres d'hélice, le bruit de flux et le brouhaha mécanique permanent d'un groupe aéronaval américain au complet qui force son passage dans des eaux resserrées, à quelques heures du lever du jour. Pendant 3 secondes, ça pourrait encore n'être rien. La vis d'un cargo pris dans la mauvaise couche thermique. Un écho de machine. Une inflexion dans la colonne d'eau jouant des tours à des oreilles fatiguées. Puis le second signalement arrive et il tombe plus lourd. Nouvelle trace à bande étroite. Sous-marin possible. Sur la passerelle, le porte-avions maintient son cap. C'est la partie dangereuse. Un porte-avions à propulsion nucléaire ne pivote pas comme une vedette de patrouille. Chaque virage doit être calculé. Chaque seconde consacrée à confirmer un faux contact est une seconde volée à la marge de survie si le contact s'avère réel. Dans le rideau d'escorte, personne ne parle plus fort que nécessaire. Les ordres circulent en rafales courtes et sèches. Consonar recommande classification et maintien. CIC passerelle, menace sous-marine possible en développement secteur tribord. Barre en attente. À l'extérieur, la mer paraît presque calme. Au noir, horizon indistinct, aucun signe de ce qui se déplace peut-être déjà en dessous. Quelques instants plus tard, le premier contact se précise. Ce n'est pas du bruit de surface, ce n'est pas de la perturbation aléatoire. C'est mécanique, rythmique, contrôlé. L'opérateur sonar fige l'affichage, superpose le profil et le compare à la bibliothèque embarquée. C'est faible, mais assez net pour que chacun dans la salle cesse de faire semblant que cela pourrait encore être un transit de routine. Contact Sierra 1, sous-marin probable. C'était censé être la menace. Ce ne l'était pas. Car 5 secondes plus tard, un autre opérateur détecte une seconde ligne qui croise sous la première. Cadence différente, nombre de pales différents, comportement en profondeur différent. La salle change. Pas de panique. Pire, de la précision. Second contact immergé, relèvement 064. Un silence, puis une voix venant de la console du fond. Portez ça à 3. Troisième contact, profond, relèvement 113. 3. Pas un seul bâtiment qui traque la formation. 3 signatures acoustiques distinctes, réparties sur des relèvements et des profondeurs différents. Toutes à l'intérieur d'une étendue d'eau où le temps de réaction se mesure en fractions. Le groupe aéronaval vient de passer de prudent à traqué. Sur l'affichage tactique du destroyer, une géométrie commence à se former. Un contact large sur tribord, un autre en avant et plus profond, un troisième qui se tient en arrière, presque masqué par le mouvement du groupe lui-même. Ce n'est pas aléatoire. C'est en couche. Quelqu'un cherche à comprimer le rideau et à forcer le porte-avions à effectuer un mauvais virage. Passerelle CIC. Nous avons 3 contacts sous-marins probables. Recommande expansion immédiate du rideau. La réponse arrive, plate, exécutée. La formation commence à s'étirer. Un croiseur lance-missile glisse plus loin sur le carter bâbord du porte-avions. Le destroyer tribord augmente son écart et s'écarte vers l'extérieur, tentant d'ouvrir l'espace pour donner aux équipes sonars la possibilité d'isoler les pistes sans se noyer dans l'ombre acoustique du porte-avions lui-même. Sur le pont d'envol, les équipages convergent déjà vers un MH-60R Seahawk en attente. Pas de drama, pas de discours, juste des casques, des vérifications et du mouvement. Puis le premier avertissement réel arrive, non pas du sonar, mais des vigies. Une ligne fine, à peine visible dans la pénombre, fendant la surface loin sur tribord. Elle est trop droite pour être de la perturbation de sillage, trop rapide pour être de la dérive. Une cicatrice blanche sur l'eau noire, étroite et délibérée, fonçant vers la formation. Dans le CIC, l'officier d'armement ne spécule pas.
possible arme dans l'eau. C'est le moment où l'événement cesse d'être un problème de contact et devient un problème de survie. Con, barre à droite toute, cap 160, 10. Larguer les contre-mesures. Alerter toutes les unités du rideau. Torpille entrante possible côté tribord. Le destroyer s'incline dans le virage. Les lanceurs de leurre crachent leurs appâts acoustiques dans l'eau. Le porte-avions commence sa propre manœuvre quelques secondes plus tard. Massif et plus lent. Une ville d'acier contrainte de pivoter sous la menace venue des profondeurs. Personne ne célèbre le virage. Il est peut-être déjà trop tard. Le tableau sonar se dégrade. La première trace de torpille tient et l'un des sous-marins s'est rapproché pendant la confusion. Contact Sierra 2 en accélération. Distance diminuant. Le porte-avions reste l'axe de menace principal. Les rotors du MH-60R commencent à tourner sur le pont. Les pales taillent en l'air en un martèlement mécanique dur. À travers tout le groupe, chaque escorteur écoute, observe, calcule. Le rideau ne protège plus seulement le porte-avions. Il tente de survivre à une attaque sous-marine coordonnée assez longtemps pour détruire les bâtiments qui l'ont lancé. Puis un autre opérateur se penche vers son micro, la voix plus tendue maintenant. Second transitoire, relèvement différent. Possible second lancement d'armes. Pendant un instant figé, personne dans le CIC ne bouge. Tout le monde écoute les mises à jour qui s'accumulent dans la salle. 3 sous-marins, un porte-avions. Et maintenant, une seconde torpille est peut-être déjà dans l'eau. L'officier de quart regarde l'affichage, puis donne l'ordre suivant sans hausser le ton. Lancez l'hélicoptère. Poussez le rideau. Trouvez-les. Parce que ceci n'est plus un transit. C'est une embuscade sous-marine. Et quelque part sous le carter tribord du porte-avions, l'océan vient de s'ouvrir une seconde fois. La première torpille court toujours. Son sillage est maintenant tenu, à moitié perdu dans la turbulence due au virage d'urgence de la formation, mais la piste est vivante et se rapproche. Sur la passerelle du destroyer, personne ne perd de temps à chercher qui l'a tiré. Cette question peut attendre. La seule chose qui importe, c'est de battre l'arme jusqu'au prochain bout de mer. Contre-mesure largée. Le lanceur de leurre claque de nouveau. Un autre appât acoustique tombe dans la mer derrière le navire, projetant du bruit dans la trajectoire de la torpille comme un faux battement de cœur. Sur le côté tribord du porte-avions, le croiseur s'écarte davantage. Machine poussée à fond, essayant d'étendre le rideau défensif avant que le prochain tir n'arrive. Trop tard. À l'intérieur du CIC, une nouvelle ligne se forme sur l'affichage. Seconde trace de torpille. Relèvement différent, angle différent, même destination. 2 armes dans l'eau, dit le superviseur sonar. Pas le même tireur. Ça, c'est dur à encaisser. Ce n'est pas un seul sous-marin lançant une attaque improvisée depuis un angle mort. C'est une géométrie coordonnée. Un bâtiment a tiré large pour forcer la formation à virer. Un autre a utilisé ce virage pour s'ouvrir un couloir plus propre vers le nouveau cap du porte-avions. Le 3e sous-marin est encore introuvable. Quelque part sous le bruit, attendant que le rideau se fissure. Le porte-avions entame un virage plus prononcé sur bâbord. Lent mais décidé. 100 000 tonnes d'acier labourant des eaux blanches dans l'obscurité. Les escorteurs se décalent avec lui, se resserrant puis s'écartant à nouveau. Chaque mouvement est un compromis entre protection et exposition. Rester trop près et le tableau sonar s'effondre sous le bruit propre du porte-avions. S'éloigner trop et un sous-marin se faufile dans la brèche. Sur le pont d'envol, le MH-60R Seahawk décolle. Train rentré. Pas de spectacle. Juste le train qui rentre, le nez bas, et cap direct sur le secteur de menace. Son sonar trempé n'est pas encore dans l'eau, mais les bouées sonars, si. Le premier pattern se dépose devant la route modifiée du porte-avions. De simples cylindres sombres disparaissant dans une mer noire. Chacun élargissant un peu l'écoute du groupe, assez pour reprendre le contrôle là où les navires ne peuvent pas aller assez vite par le bas. Bouée 1, active. Bouée 2, passive, en réception. De retour dans le CIC, un des opérateurs du destroyer isole une signature pendant moins de 2 secondes. C'est suffisant. Contacte Sierra un maintenant en manœuvre violente, probablement en évasion. Ça ne signifie qu'une chose, le premier tireur sait que le rideau réagit. Le destroyer passe en actif. Le premier ping sonar s'abat dans l'eau comme une porte défoncée. C'est délibéré, bruyant et impossible à dissimuler.
Pendant un instant, cela trahit la position du destroyer lui-même, mais ça n'a plus d'importance. La chasse passive est terminée. Le groupe a besoin de données de contact maintenant, pas d'élégance. Le retour revient fragmenté, puis plus net. Sous-marin en remontée, virant à l'opposé du ping. Marquez Sierra 1. Bon retour, bon retour. Sur le réseau tactique, le croiseur accroche Sierra 2 en corrélation partielle depuis l'axe de la seconde torpille. Les deux contacts ne sont plus de la théorie, ce sont des corps dans l'eau, mobiles, réactifs, tentant de rester juste au-delà d'une classification ferme. Et alors Sierra 3 finit par se dévoiler. Non par une arme, mais par sa position. Une des bouées fraîchement déployées capte une trace mécanique profonde et régulière, nichée presque à l'intérieur du propre bruit de la formation, plus proche que quiconque ne souhaitait l'entendre. Il s'est servi du trafic des escorteurs comme couverture, se dissimulant sous le bruit roulant des hélices et des remous de coque, se glissant vers l'intérieur pendant que les deux premiers bâtiments détournèrent l'attention vers l'extérieur. L'opérateur ne cherche pas à adoucir le message. Troisième sous-marin, maintenant à l'intérieur du rideau. Personne ne répond immédiatement. À l'intérieur du rideau signifie trop près pour être à l'aise et suffisamment près pour que chaque seconde compte. Si Sierra 3 obtient une solution de tir propre sur le quarter arrière du porte-avions, tous les leurres du monde n'achèteront peut-être que quelques secondes. Le Seahawk vire brusquement, passant du pattern de bouée à la poursuite. Une torpille légère est armée sous l'appareil, mais l'équipage a encore besoin d'une accroche plus franche. Ils larguent une nouvelle série de bouées, cette fois plus serrées, comprimant l'eau autour du contact profond. Depuis le porte-avions, un autre escorteur commence à se déplacer pour sceller la brèche, coupant la trajectoire probable avec son propre sonar pointé vers la gorge de l'intrusion. Quelques minutes plus tard, la première torpille finit par mordre sur le leurre. Sa trajectoire s'infléchit, pas beaucoup, juste assez. Dans le CIC, plusieurs têtes se tournent à la fois lorsque l'arme dévie du cap d'origine du porte-avions et part chasser du bruit. Secondes plus tard, la ligne se déforme, s'affaiblit et disparaît dans un mouvement inutile. Une menace brisée. La seconde torpille est encore vivante. Celle-ci glisse sur une eau plus propre et maintient sa discipline plus longtemps. Le destroyer le plus proche de la trace prend le fardeau, virant à travers l'axe de danger et larguant un nouveau package acoustique dans la mer, mettant de l'acier entre l'arme et le porte-avions, ne serait-ce que pour un instant. Seconde arme encore sur trajectoire, distance diminuant. Hélico à partial sur Sierra 3. Puis l'équipage de l'hélicoptère obtient l'opportunité dont il avait besoin. Une bouée sonar accroche. Bref, solide, sans ambiguïté. Pas seulement du bruit, pas seulement de la mécanique. Déplacement de coque, changement de profondeur. Un sous-marin qui tente de plonger plus profond après s'être fait prendre trop près. Le pilote du Seahawk tient sa position pendant que l'opérateur de détection construit la solution. Solution de tir probable en développement en dessous. Le groupe est encore en virage, encore en train de s'élargir, encore en train de se battre pour de l'espace dans l'une des voies d'eau les plus resserrées de la planète. Deux torpilles ont déjà couru. Un sous-marin est en évasion. Un autre sonde depuis le flanc. Et le troisième est maintenant là où aucun sous-marin ne devrait jamais être si le porte-avions veut survivre à la prochaine minute. Sierra 3 cesse de se cacher. Il accélère. Pas une dérive prudente, pas un mouvement de filature. Un sprint sous-marin résolu droit dans l'enveloppe défensive du porte-avions, utilisant le bruit propre de la formation comme couverture. Sur l'affichage tactique, la piste se resserre et s'allonge à la fois. Une ligne dure fonçant vers le carter arrière tribord du porte-avions, là où la géométrie est la pire et où la fenêtre de réaction est la plus courte. Dans le CIC, le signalement sort net. Sierra 3 est à l'intérieur du rideau et se rapproche. C'est le moment où la salle rapetisse. Pas de voix élevée, pas de gestes inutiles. Juste des hommes et des femmes qui regardent des lignes en mouvement représentant une chaîne de destruction qui se construit en temps réel sous 100 000 tonnes d'acier américain. Le porte-avions est encore en virage, mais le virage d'un porte-avions se mesure en masse, pas en instinct. Il ne peut pas s'écarter d'un danger d'un coup. Il peut seulement se mettre en mouvement et faire confiance au rideau pour gagner du temps. Sur le destroyer le plus proche, la barre répond instantanément, venant sur bâbord, augmentant jusqu'à la vitesse maximale. Le navire fonce à travers le sillage du porte-avions, se dirigeant vers l'axe de menace. Ce n'est pas élégant, c'est nécessaire.
Mieux vaut brouiller maintenant la solution de tir du sous-marin que de le laisser achever son approche proprement. Au-dessus d'eux, le MH-60R Seahawk vire bas sur l'eau noire. L'équipage sait déjà ce que c'est. Ils ne construisent plus un pattern de recherche. Ils pourchassent. Champ de bouée maintenant en partial. Réattaque depuis le nord. Armes prêtes. Sierra 1 est encore en évasion dans le secteur extérieur. Sierra 2 reste instable sur le flanc. Mais pendant les 30 prochaines secondes, aucun d'eux ne compte autant que le bâtiment qui pousse maintenant au cœur de la formation. Un nouvel événement acoustique claque sur le réseau sonar. Transitoire. Des têtes se tournent, puis l'officier d'armement se verrouille sur le suivi. Possible lancement de torpilles, relèvement 1-2-1. Le temps d'un demi-souffle, personne ne parle. Inutile. Tout le monde dans la salle comprend ce que ça signifie. Sierra 3 n'a pas foncé vers l'intérieur pour se positionner seulement. Il a foncé pour tirer. La seconde vague de danger réel commence. Alerter le porte-avions. Nouvelle arme dans l'eau. Barre tout à gauche, barre tout à gauche. Contre-mesure maintenant. Le porte-avions répond aussi vite que la physique le permet. Son étrave pivote davantage, le sillage s'élargissant en une violente cicatrice blanche. Sur le pont, les équipes de pont s'accroupissent bas à côté des avions enchaînés, tandis que la coque massive s'incline dans le virage. En dessous, la respiration mécanique du navire ne change jamais. C'est la partie terrifiante. Même sous menace de torpille, le bâtiment ressemble encore à une ville en mouvement. Le destroyer escorteur coupe encore plus brusquement à travers le quarter arrière, se jetant dans la ligne entre le porte-avions et la trajectoire entrante. Les leurres acoustiques tombent dans l'eau en séquence rapide. De fausses cibles s'épanouissent derrière la formation. Un croiseur sur bâbord repasse en actif, inondant la mer d'une autre impulsion sonar brutale. Le retour est immédiat. Sierra 3 change de profondeur sans remonter en surface, pas encore. Il change de couche abruptement, essayant de se défaire de la boîte de localisation avant que l'hélicoptère puisse le verrouiller. Ce mouvement donne aux Américains exactement ce dont ils avaient besoin. Bonne séparation. Bonne séparation. Sierra 3 maintenant isolé. L'équipage de l'hélicoptère le voit dans la fusion de données. Corrélation bouée sonar, changement de manœuvre, variation de profondeur, tout s'aligne enfin en une solution propre et unique. Plus de devinettes, plus de probables. Pour la première fois depuis le début de l'embuscade, un aéronef de la marine américaine dispose d'une vraie solution de tir sur l'un des sous-marins attaquants. Libre d'engager. Le Seahawk n'hésite pas. Une torpille légère lâche proprement de l'emport, frappe la mer et disparaît sous la surface sans drama. Pas de boule de feu, pas de spectacle. Juste une arme qui entre dans un volume d'eau où une autre arme a déjà tenté de détruire un porte-avions américain. Dans le CIC, la nouvelle trace apparaît secondes plus tard. Propre arme en route. Tout le monde attend. Personne ne bouge plus que nécessaire. La première torpille entrante est encore vivante, encore en chasse dans l'eau derrière l'arrière du porte-avions. Les leurres du destroyer la dévient, infléchissant juste assez sa trajectoire pour maintenir un espoir, mais pas assez pour se sentir à l'aise. Puis le sous-marin réagit. Sierra 3 vire violemment vers le bas et s'écarte, essayant de distancer la torpille lâchée par l'hélico en changeant simultanément de profondeur et d'angle. C'est un mouvement violent. La signature se distord, le bruit mécanique monte en flèche. L'opérateur sonar capte le changement et le dit instantanément. Sous-marin en évasion violente. Perte de furtivité. C'est la brèche. La torpille américaine reste accrochée. Pendant plusieurs secondes, les affichages deviennent un enchevêtrement de lignes convergentes. Un sous-marin qui plonge, une torpille qui traque. Un porte-avions encore en virage pour trouver de l'espace. Un navire escorteur faisant physiquement écran sur l'axe le plus exposé. Et plus loin, deux autres sous-marins iraniens encore vivants dans l'espace de combat. Puis l'eau donne la réponse. Ce n'est pas une explosion que l'on voit. C'est un court et laid choc acoustique qui traverse le réseau puis disparaît dans du bruit parasite. L'opérateur ferme le flux, cligne des yeux une fois, se penche davantage et dit ce que tout le monde attend d'entendre. Sierra 3, perdu. Pas en train de s'estomper. Pas à la dérive, perdu. Un second opérateur vérifie les résiduels. Grand champ de débris. Aucune signature de propulsion cohérente.
L'un des 3 bâtiments d'attaque est hors de combat. Mais personne dans le CIC ne célèbre, parce qu'à ce moment précis, la seconde torpille entrante, tirée depuis la géométrie d'attaque extérieure, coupe à travers un couloir d'eau plus propre et refuse le leur assez longtemps pour rester dangereuse. Arme encore sur trajectoire. Distance diminuant, le destroyer qui fait écran au porte-avions vire encore plus brusquement, frôlant presque lui-même la zone de danger arrière. Le métal grince. Les embruns montent. Le commandant ne bronche pas. Tenez la ligne. Plus loin sur la formation, Sierra 2 se remet en mouvement. Vite, délibéré, sans retraite. Il utilise la confusion créée par la destruction de Sierra 3 pour s'angler depuis des eaux plus profondes vers le carter arrière tribord du porte-avions. La même scène mortelle, depuis une direction différente. Et alors le sonar confirme la pire partie. Un bâtiment coulé. 2 encore dans le combat, parce que l'embuscade n'est pas terminée. Elle a seulement changé de forme. Le porte-avions est encore vivant. Un sous-marin est détruit. 2 ne le sont pas. Le choc acoustique qui a tué Sierra 3 s'est à peine dissipé quand le tableau change à nouveau. Les bâtiments iraniens survivants ne rompent pas le contact. Ils s'adaptent. L'un reste à l'extérieur de la formation, se déplaçant vite et bas, tentant de reconstruire une ligne d'attaque depuis des eaux plus profondes. L'autre, Sierra 1, est encore quelque part en avant du cap du porte-avions, endommagé ou en évasion, mais pas assez silencieux pour être ignoré. Dans le CIC, l'atmosphère change. Pas de soulagement. Ah, du contrôle. Parce que la force aéronavale américaine ne réagit plus à l'aveugle. Pour la première fois depuis le début de l'embuscade, le groupe a une forme sur le combat. Les relèvements sont plus nets. La séparation acoustique est meilleure. La couverture par bouée sonar s'élargit. Les escorteurs du porte-avions ne font plus que survivre à l'attaque. Ils commencent à refermer le piège. Traquer tous les contacts restants. Pousser la boîte vers l'extérieur. Ne laisser aucun des 2 bâtiments se repositionner. Les ordres sont courts et chirurgicaux. Le destroyer qui a protégé le porte-avions de la dernière torpille pivote maintenant vers tribord, le régime moteur montant tandis qu'il s'enfonce dans la colonne d'eau où Sierra 2 tente de disparaître. Sur bâbord, le croiseur maintient un angle plus large qu'avant. Le sonar actif frappe vers le bas en salve soigneusement rythmée. Au-dessus, le premier MH-60R est déjà en train de remonter en orbite après son lâcher réussi. Et un second hélicoptère tourne sur le pont du porte-avions, prêt à transformer la pression en poursuite. Un peu plus tard, la seconde torpille entrante finit par lâcher. Elle n'explose pas. Elle perd simplement sa discipline. Le package acoustique largué par le navire escorteur l'attire d'un demi-degré, puis davantage, juste assez pour faire dévier l'arme hors de la ligne arrière du porte-avions et l'envoyer dans des eaux troubles. Sur l'affichage tactique, sa trajectoire commence à osciller, puis s'allonge, puis s'efface. Seconde arme, plus un facteur. Ça dégage le porte-avions, mais pas la mer. Parce que pendant que la formation repoussait les torpilles, Sierra 2 a utilisé le bruit et les manœuvres pour gagner de la distance. Non pas vers la fuite, mais vers des options. Le sous-marin est maintenant à l'extérieur de la zone de destruction immédiate, plus profond qu'avant, tentant de remonter les bords du champ de bouée sonar et d'attendre une erreur. Un hélico trop haut. Un destroyer trop agressif. Une brèche qui se rouvre derrière le nouveau cap du porte-avions. Les Américains ne lui en donnent pas une. Le second Seahawk décolle et se dirige droit sur le secteur Est, là où la ligne de bouée est la plus mince. Son équipage a déjà l'image depuis le réseau tactique. Il ne fouille pas le grand large. Il referme la dernière couture lâche dans le rideau. Pattern de bouée delta. Espacement serré. Sonar trempé sur mon signal. Reçu. Maintenez l'altitude. En dessous, Sierra 1 se trahit lui-même. Le contact s'était estompé et revenu plusieurs fois depuis que le premier ping actif l'avait déséquilibré. Maintenant, il change de profondeur trop brusquement. Peut-être endommagé, peut-être désespéré, peut-être qu'il tente de fuir la boîte qui se referme sur lui. Quelle qu'en soit la raison, le changement est trop abrupt pour se cacher. 3 capteurs distincts l'ont capté en moins de 10 secondes. Sierra improbable. Nouvelle couche de profondeur. Cap incohérent. Contact non stable. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Iran. Un sous-marin survit en étant patient, silencieux et illisible. Sierra 1 n'est maintenant rien de tout cela.
Le destroyer le plus proche vire vers lui et repasse en actif. L'impulsion sonar déchire la mer et cette fois le retour est sans ambiguïté. Coque, machinerie, mouvement. Ferme sur Sierra 1. Personne ne gaspille cet instant. Le premier Seahawk s'incline depuis le nord, plongeant juste assez bas pour maintenir la géométrie pendant que le bâtiment en dessous maintient la pression. Il n'y a pas de compte à rebours dramatique. Juste des données comprimées et froides. Contact classifié hostile. Arme autorisée. Une nouvelle torpille légère frappe l'eau. Cette fois, le sous-marin iranien tente de plonger plus profond et de ralentir. L'instinct de survie classique. Mais il est trop tard pour la furtivité et trop tard pour la patience. La boîte autour de lui est déjà fermée. Un destroyer d'un côté, des retours actifs de l'autre. Un hélicoptère au-dessus, des bouées sonars qui se resserrent en dessous. Chaque mouvement qu'il fait est entendu par quelque chose. Sierra vire brusquement, puis encore plus brusquement. L'opérateur sur le destroyer entend la tension des machines à travers ses casques et dit simplement « Il panique ». 30 secondes plus tard, la mer répond à nouveau. La signature acoustique ne disparaît pas d'un coup. D'abord, la propulsion se distord, puis une ligne s'effondre. Puis tout le contact s'écroule en bruit dispersé et rupture thermique. Perte de traces cohérentes. Possible mission kill. Non confirmé détruit, mais hors de l'attaque. Maintenant, tous les yeux se portent sur Sierra 2. Le dernier sous-marin est encore en mouvement rapide, mais il ne chasse plus proprement. La géométrie a trop changé. Le porte-avions a viré loin de sa ligne originale. Les escorteurs sont plus larges, plus bruyants et plus agressifs. Le champ de bouée sonar s'est épaissi. Et la meilleure chance du sous-marin, frappé dans la confusion, est déjà passée. Sierra 2 fait alors la manœuvre que chaque équipe sonar de la formation attendait. Il accélère. C'est une erreur. Un sous-marin silencieux peut disparaître. Un sous-marin rapide rédige lui-même sa nécrologie dans le son. Le moment où ses hélices mordent plus fort, chaque système passif dans le rideau extérieur obtient une lecture meilleure. Le contact qui était insaisissable depuis des minutes gagne soudain des contours. Augmentation de vitesse confirmée, nouveau cap sud-sud-est. Il fuit. Il ne se repositionne pas. Il ne traque pas. Il fuit. Le second Seahawk l'accroche en premier à travers la nouvelle ligne de bouée et le destroyer sur tribord confirme secondes plus tard. Pour la première fois depuis le début de l'embuscade, le dernier bâtiment iranien ne dicte plus les termes. Il tente d'y survivre. Dans le CIC, personne ne sourit. Personne ne relâche son attention. Parce qu'un sous-marin est probablement neutralisé, un est détruit et un est en fuite avec tout le groupe aéronaval américain qui tourne maintenant toute son attention vers le dernier contact mobile dans l'eau. Puis le contrôleur aérien tactique dit la phrase qui change toute la bataille. Contact final exposé. Nous l'avons en continu, et d'un coup, les chasseurs deviennent les chassés. Le dernier sous-marin iranien ne chasse plus. Il fuit. Ça change tout. Pour la première fois depuis le début de l'embuscade, le groupe aéronaval a un contact continu sur le bâtiment final. Pas un fragment. Pas une ligne probable. Une vraie piste. Vitesse, cap, changement de profondeur, rythme de propulsion. De quoi le tenir, le suivre et en finir. Dans le CIC, l'affichage est passé du chaos à la compression. Un sous-marin détruit, improbablement neutralisé et dérivant quelque part au-delà du combat immédiat. Et maintenant Sierra 2, la dernière menace vivante qui tente de se frayer un chemin vers le sud-sud-est à travers un mur de bouées sonar, de sonar actif et de poursuites aériennes. Il accélère. Le contact reste continu. La distance s'ouvre, mais pas assez. Cette dernière partie compte. Un sous-marin peut survivre s'il disparaît tôt. Il peut survivre si le rideau hésite. Il peut survivre si l'eau reste confuse. Mais Sierra 2 a fait la seule chose qu'un sous-marin traqué ne peut pas se permettre de faire. Il est devenu bruyant. Le destroyer sur le flanc tribord maintient le contact actif en salve rythmée, faisant attention de ne pas écraser l'image passive plus propre de l'hélicoptère. Au-dessus, le second MH-60R Seahawk est déjà en position, volant bas et stable au-dessus d'une eau noire qui semble à nouveau vide. C'est le mensonge du combat naval. De là-haut, il n'y a rien. En dessous, quelqu'un essaie encore de s'en sortir vivant. L'équipage de l'air ne court pas après les émotions. Il court après la géométrie.
Sonar trempé prêt. Venez 5 à gauche. Steady. Le sonar s'enfonce dans l'eau. Pendant quelques secondes, il n'y a que le souffle du rotor et la lueur des instruments. Puis l'opérateur l'accroche. Contact ferme. Relèvement stable. Profondeur en variation. Il plonge. Bien sûr qu'il plonge. Sierra 2 tente une dernière manœuvre de survie. Aller plus profond. Changer de couche. Forcer le tableau de tir américain à se réinitialiser. C'est dans les manuels, c'est discipliné. Ça aurait fonctionné contre un rideau plus faible ou une coordination plus lente. Pas ce soir. Parce que le groupe n'improvise plus. Il est synchronisé. Le destroyer maintient la pression d'un côté. Le champ de bouée scelle l'eau libre derrière. L'hélicoptère au-dessus maintient la piste la plus propre depuis le premier transitoire, des heures plus tôt. Chaque pièce se connecte maintenant. Navire, hélico, bouée, réseau. Tout se resserre sur un seul volume de mer qui rétrécit. À l'intérieur de l'hélicoptère, la décision tactique arrive vite. Contact hostile, libre d'engager. Pas de compte à rebours, pas de discours. Une torpille légère se libère proprement, frappe la surface et disparaît dans le noir. De retour dans le CIC, une nouvelle ligne apparaît sur l'affichage. Propre arme dans l'eau. Et alors tout le monde attend. Sierra 2 réagit presque immédiatement. Le contact vire brusquement à droite, puis plus profond, tentant de distancer et de prendre d'angle la torpille en même temps. La ligne de propulsion monte en régime sous la contrainte. Le bruit mécanique saute un instant. Le sous-marin gagne effectivement un fragment de distance. Pas assez. L'équipage de l'hélicoptère s'adapte. L'équipe sonar du destroyer s'adapte. Personne ne dit grand-chose parce que les données parlent maintenant. La torpille américaine tient sa discipline. Le sous-marin continue de changer de profondeur. Une ligne chasse. Une ligne fuit. L'écart se réduit, s'ouvre, puis se réduit à nouveau. Puis vient l'événement acoustique final. Pas fort, pas cinématographique, juste une rupture sous-marine brève suivie d'une explosion de distorsion sur la ligne de contact. L'opérateur sonar sur le destroyer se penche, les yeux fixés sur l'écran, attendant que le retour se rétablisse. Il ne se rétablit pas. Contact en désintégration. Un autre opérateur vérifie la propulsion. Pas de signature cohérente. Un temps. Puis le superviseur rend son verdict. Sierra 2 perdu. Cette fois, personne n'a besoin d'une seconde confirmation. L'eau s'est calmée de la seule manière qui compte. Pas de machinerie contrôlée. Pas d'hélice tournant. Pas de mouvement discipliné. Juste du bruit résiduel s'estompant dans le golfe. Le dernier bâtiment d'attaque est hors de combat. Le groupe aéronaval commence enfin à se réinitialiser. Non pas à se relâcher, à se réinitialiser. Le porte-avions sort de son profil de manœuvre intensif et se stabilise sur un cap plus sûr. Les escorteurs maintiennent un espacement élargi encore quelques minutes, sans faire confiance trop vite à la mer. Un Seahawk reste en station. Un autre entame sa récupération. Les équipes sonar rejouent à chaque lancement, chaque ping, chaque virage, épluchant l'enregistrement acoustique pour s'assurer qu'il n'y a pas un quatrième contact. Pas un silence trompeur, pas une surprise finale se dissimulant sous la fatigue. Sur le pont d'envol, les aéronefs enchaînés restent sous des lumières blanches dures. Les équipages se déplacent